Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars pour rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Monsieur Francis Vinciton, donc vous êtes membre politique du bureau politique de l'Action française. Vous avez coécrit le livre Quelle écologie pour demain avec notamment monsieur Enzo Sandré aux éditions de Flore. Vous contribuez à de nombreuses publications telles que Le Bien commun, la Nouvelle Revue Universelle ainsi que Politique Magazine. Et vous êtes directeur de la revue de poésie Points et Contrepoints. On va faire simple, on va faire scolaire, on va faire académique. Est-ce que vous voulez commencer par une petite définition des termes ? Peut-être démarrer sur une généalogie du phénomène woke et les origines du phénomène, les penseurs vraiment prégnants aux origines de ce phénomène-là. Alors je pense qu'on va d'abord commencer par une généalogie du terme même de woke, parce que elle a une histoire qui est assez complexe. Pour les plus anglophiles d'entre vous, vous n'êtes pas sans savoir que woke, tout simplement, c'est le passé simple du verbe anglais to wake, qui signifie se réveiller. Et en fait, à l'origine, ça n'a absolument rien de politique. Et en fait, c'est là où le wokisme a quelque chose d'assez intéressant, c'est que il a fait du réveil un thème politique, alors que, si vous voulez, il faudrait déjà définir de quoi il faut se réveiller, quoi. Et en fait, le mot, il a pris cette tournure idéologique en lien, en fait, avec la question des injustices subies par les minorités ethniques, sexuelles ou religieuses, de toute autre forme de discrimination. Et en fait, en lien avec les gens qui, justement, étaient conscients de ces injustices et qui, à un certain degré, avaient l'ambition de se mobiliser sur ce sujet-là, quoi. Et donc, en fait, le réveiller, l'éveiller, en fait, il ne sort pas tellement d'un sommeil physiologique, mais d'abord de cette idée que, au fond, face aux injustices ou aux discriminations, la majorité des gens sont indifférents, ils sont dans une sorte de sommeil, et en fait, de temps en temps, ils prennent conscience, et c'est cette prise de conscience, cette réalisation qui leur permet de passer à l'action. Ce qui déjà, en fait, est assez intéressant, parce que l'idée même de wokisme est dubitable à bien des égards. On peut avoir tout un ensemble d'éléments de connaissances factuelles et documentées sur des injustices sans avoir nécessairement l'envie de s'y engager. Il y a même un certain nombre de pensées qui acceptent parfaitement les injustices ou les inégalités, on en reparlera, voire même qui considèrent que les formes de discrimination sont nécessaires pour un bon fonctionnement, quoi. Ce qui est assez rigolo, c'est que cette expression d'être woke, elle est essentiellement liée au monde afro-américain des années 60 à l'origine, où vous aviez notamment Martin Luther King qui appelait les jeunes générations à rester éveillées et à être une génération engagée. Et en fait, ce qui est assez intéressant lorsqu'on prend cette référence à Martin Luther King, c'est que c'est pas du tout simplement une question de dire je sors de mon sommeil et je suis conscient des injustices subies par les minorités, que de dire qu'en fait, ils doivent continuer à mener un certain chemin, et que contrairement à ce que peuvent avoir comme sentiment un certain nombre de minorités opprimées à travers l'histoire, en fait, il n'y a pas d'acceptation que la lutte soit perdue. Comme le dit Charles Maurras, tout désespoir est une sottise absolue. Et donc, rester éveillé dans la langue d'un Martin Luther King et de gens proches de son approche des droits civiques, et dire que rester éveillé, c'est surtout continuer à avancer et à s'engager dans un combat. Mais pas nécessairement, vous voulez, cette idée que brutalement, d'un seul coup, on a une grande prise de conscience, mais au contraire, voilà, on continue, on marche tranquillement et consciemment, quoi. Et en fait, si vous voulez, cette conscience militante de cette idée de marcher, elle a été, on peut même en retrouver sur des racines antérieures. En 1923, par exemple, vous avez un philosophe et activiste jamaïcain, je crois, qui se nomme Marcus Garvey, et donc qui est un penseur du panafricanisme et qui notamment a
appelé à réveiller l'Éthiopie et à réveiller l'Afrique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'étaient non pas les gens qui subissaient les discriminations, enfin, entre guillemets, dans un pays occidental qui devait se réveiller, mais c'était bien plutôt un réveil de l'Afrique. Et donc là, on voit très bien qu'aujourd'hui, quand on parle du wokisme, il s'agit plus du tout d'un réveil des populations africaines, que d'une injonction à se réveiller et, si vous voulez, à appliquer une certaine grille de lecture qui n'est non pas tournée vers une position personnelle de vigilance, mais bien plutôt dans un engagement directement. Après, bon, comme je disais, il y a même peut-être des racines qui peuvent être encore plus anciennes, qu'on peut retrouver même déjà dès le 19e siècle chez des militants anti-esclavagistes. Mais après, c'est un petit peu le problème, si vous voulez, de l'expression woke, c'est qu'au fond, si on a envie de s'amuser à chercher l'origine du mot woke, c'est qu'on pourrait même remonter à l'Antiquité, parce qu'après tout, c'est un mot assez connu, quoi. En revanche, ce qui est vraiment sûr, c'est que depuis à peu près 2008, on a vraiment cette idée que le wokisme, être woke, est la position basique du militant, c'est sa position fondamentale. On a notamment cette chanteuse américaine, Erykah Badu, qui chante I Stay Woke, je reste éveillé, et qui est pas du tout une idée qu'elle ne s'endort pas ou qu'elle subit une forme de nuit blanche, mais bien au contraire qu'elle s'engage en permanence et qu'elle a en permanence en tête cette idée qu'il y a des discriminations et qu'il faut lutter contre. Ce qui, personnellement, doit être extrêmement fatigant comme position intellectuelle. Et si vous voulez, cette approche un petit peu différente du mot qui n'est plus vraiment le sens qu'on pouvait trouver dans les combats des civil rights, véritablement s'est imposé dans la société avec le mouvement Black Lives Matter, où véritablement devenir woke non seulement devient une véritable étiquette des gens, vu que vous avez notamment le documentaire, un documentaire qui sort en 2016 sur le mouvement Black Lives Matter qui s'appelle justement Stay Woke, The Black Lives Matter Movement. Mais en fait, on a véritablement cette idée que si vous êtes woke, non seulement vous engagez sur la cause des Afro-Américains, mais au fond, vous acceptez l'intersectionnalisme, c'est-à-dire que vous acceptez cette idée que pour combattre efficacement le système actuel, vous devez opérer une sorte de calcul des discriminations. C'est-à-dire de prendre conscience que une femme blanche subit des discriminations parce qu'elle est femme. Si en plus elle est handicapée et femme, elle a un certain quota de discrimination. Mais à l'inverse, si vous voulez, un noir homme n'est discriminé que sur sa dimension de noir, particulièrement s'il est évangéliste et donc dans une religion bien acceptée en Amérique. À l'inverse, la femme qui serait d'origine arabe, musulmane, handicapée, subirait un certain nombre de discriminations qui non seulement s'ajouteraient les uns aux autres, mais qui auraient même plutôt tendance à les multiplier. Et donc le wokisme consiste non seulement à accepter cette idée que nous ne sommes que la pile, si vous voulez, des discriminations que nous pouvons subir, mais que le wokisme, c'est celui qui les voit et qui a l'intention d'agir, sans forcément se rendre compte qu'à bien des égards, ça peut poser problème, vu que va se poser une question de priorisation, si vous voulez, des luttes que l'on va mener, d'ordonnancement, et puis en fait ce n'est pas forcément, encore une fois, parce qu'on identifie des sujets de discrimination que il faut peut-être travailler s'engager sur le système, voir qu'on est nécessairement les bien placés pour le faire, quoi. Donc si vous voulez, depuis à peu près 2010, on voit très bien que cette étiquette a permis de rassembler des gens extrêmement diversifiés, vu qu'on va aussi bien avoir des Afro-Américains dont je parlais, avec des femmes, des personnes lesbiennes, des gays, des bi, des transsexuels, des personnes d'origine étrangère, des gens qui revendiquent leur marginalité. Donc vous pouvez avoir des types dont le goût est d'aimer se déguiser en peluche de chien, et donc ils vont se dire bah voilà, je suis woke et ça correspond à un système d'oppression généralisé de notre gouvernement et qui est problématique, quoi. Ce qui est assez passionnant, c'est qu'à certains égards, le woke n'est non pas un corpus constitué d'idées, mais bien une somme d'attitudes individuelles qui vont revendiquer le fait que la structuration de la société est fondamentalement destructrice à l'égard de certaines minorités et foncièrement inéquitable. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que à bien des égards, il n'y a pas une question de mesurer réellement ce qu'ils dénoncent, mais uniquement le fait de voir et donc d'être éveillé à les voir leur permet de voir, si vous voulez, les discriminations. Donc on peut se poser la question à certains égards si, vous savez, si c'est pas finalement cette manière de regarder de façon très pessimiste le monde qui génère justement cette approche qui multiplie
les formes de domination. C'est-à-dire que par exemple, à un certain égard, mon patron peut avoir un certain nombre de droits sur moi. Si j'accepte à certains égards et si nous pouvons borner nos relations, je ne suis pas nécessairement dans une situation de violence insoutenable ou de violence structurelle à mon égard. Ce qui ne veut pas dire que toutes les relations vis-à-vis d'un patron soient tolérables, mais si vous voulez qu'il y ait une approche qui est un petit peu outrée et qui est assez intéressante, parce qu'au fond, c'est une approche extrêmement romantique, où ce qui est important, c'est beaucoup moins finalement une réflexion, si vous voulez, rationnelle sur les sujets, que la mise en adéquation d'un moi, de notre fait d'être éveillé, avec finalement ce que l'on peut sentir de manière plus ou moins confuse, et que l'on va retrouver à partir de notre moi intérieur dans la société. Et en fait, je me permets de citer Maurras, vous allez me dire que c'est une obsession des gens comme moi. Allez-y. Je me fais plaisir, voilà. Vous avez ce texte passionnant de Charles Maurras qui s'appelle Les Amants de Venise, qui est une sorte de réflexion sur le couple composé par George Sand et Alfred Musset. Vous voyez, c'est mes obsessions pour la poésie, elle aussi. Et en fait, ce qui est assez passionnant, c'est qu'on regarde in fine une relation romantique est une relation qui est paranoïaque à bien des égards et destructrice. Parce que si tout l'alpha et l'oméga de votre relation au monde est simplement vos sentiments, votre passion, votre cœur, vous vous retrouvez dans un certain nombre de situations où vous n'avez pas les moyens, si vous voulez, de trouver un certain modus operandi, de trouver un certain équilibre des relations, ce que vous permet la raison. Alors après, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'on devienne des robots et que nous avons raison d'embrasser la France des robots, mais tout du moins la raison classique qui n'exclut pas la dimension qu'il existe des choses pulsionnelles en nous absolument terribles, nous permet au moins de sortir de cette approche, si vous voulez, de secousse, de tempête, que revendique le romantisme. Bref, tout ça pour dire qu'on fait vraiment l'expression woke, qu'on est tous un cheminement, et que elle permet le mélange des causes, ce qui fait que je disais notamment que Black Lives Matter avait permis largement de les diffuser, mais on peut aussi réfléchir là sur les marches pour le climat ou pour le travail qu'a pu faire quelqu'un comme Greta Thunberg, qui sous prétexte de dénoncer le réchauffement climatique a réussi à nous expliquer que finalement la poire et le fromage étaient liés au réchauffement climatique et que tout et n'importe quoi devait rentrer et que le wokisme était la seule manière finalement de lutter contre le réchauffement climatique, sans nous expliquer réellement en quoi le fait d'être éveillé nous permettait de travailler sur le sujet. Pareil sur le programme des égalités femmes-hommes de MeToo. Excuse-moi. Je me permets de vous poser une question. Est-ce que, vu que vous venez de nous définir et de nous expliquer l'origine du phénomène woke, de son terme et de sa doctrine, est-ce que ce dernier possède une définition particulière en France ou est-ce que cette dernière est universelle ? En fait, il n'y a pas une définition particulière en France. Je dirais plutôt qu'il y a un contexte de réception français qui est assez particulier. En fait, la définition du wokisme américaine, elle est relativement, je vais mettre des gros pincettes au mot, universelle, dans le sens où la culture, enfin, ce que nous appelons une culture aujourd'hui, est essentiellement américanisée, et donc on reprend tel quel, si vous voulez, un certain nombre d'éléments, et qu'on a bien vu qu'un certain nombre d'entreprises capitalistes ont repris des éléments de la woke culture dans leurs œuvres. Netflix, par exemple, est extrêmement fier de vous produire des œuvres estampillées woke accepted, ce qui va donner lieu, si vous voulez, à des choses un peu lunaires, où on va faire jouer Shakespeare par un noir, ou une reine d'Angleterre, si vous voulez, par une sud-coréenne. Bon. Avec des succès commerciaux très, très relatifs. Absolument, mais de toute façon, c'est un petit peu le problème du wokisme, c'est comme je disais, comme c'est purement une question d'état sentimental, la question que ce ne sont pas posées un certain nombre de producteurs de séries, c'est premièrement de savoir si ces gens-là avaient envie de revoir ce qu'ils constataient dans le monde moderne, dans les œuvres de fiction. C'est-à-dire que le principe pour moi, par exemple, quand je lis un roman parce que je m'embêtais enfant, c'était surtout pas de retomber sur un monde où il y a un enfant qui s'ennuie dans sa maison de campagne et qui va lire des livres. Au contraire, je veux voir autre chose, je veux voir Gauvin en train de tuer des méchants barons à tour de bras et d'être un galant homme. Donc on s'attend des œuvres de fiction qu'elles nous transportent, qu'elles nous amènent vers quelque chose d'autre, et donc proposer fondamentalement une lecture du monde woke à un public woke consiste simplement à leur présenter ce que eux-mêmes les rend, les irrite au dernier degré et ce qu'ils ne supportent pas, ce qui évidemment est un peu
et pas parce qu'on imagine de mieux pour vendre, quoi. Avec en plus la problématique supplémentaire qu'au-delà du fait que les woke même n'y adhèrent pas réellement, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont dit ouais super, on a mis une petite sirène noire, en fait ils vont même pas le regarder. Ça, ce qui est assez drôle, c'est que derrière, en plus, d'un certain nombre de gens qui sont assez énervés plus ou moins à raison en disant vous êtes gentil, leur fait une adaptation du Seigneur des Anneaux pour pas la nommer, ils ont mis des femmes badass, mais votre femme badass n'a aucun intérêt, quoi. Donc si vous voulez Galadriel, vous avez un personnage relativement défini, ça aurait été mieux de le respecter, quoi. Donc ce qui fait qu'au fond ils se mettent dans une tenaille où ils ne font plaisir à personne et où ils perdent de l'argent. Et après j'ai envie de vous dire, quand on est con, c'est bien fait de perdre de l'argent, quoi. Tout ça pour préserver une espèce de supériorité morale, et effectivement il y a ce point-là de je suis éveillé, donc j'ai cet ascendant moral et ce bien, le bien de mon côté, quoi. Ce qui est passionnant, c'est déjà si vous partez du principe que vous êtes woke, ça veut dire que bon, vous parlez éventuellement avec les woke, et ça veut dire que tous les autres sont endormis, quoi. Et en fait, fatalement, déjà, ça vous met dans une position qui est relativement confortable, hein, vu que au-delà même de ce que vous puissiez dire, vous êtes déjà, vous, dans une meilleure position. Ce qui explique d'ailleurs le succès de l'idéologie woke, c'est que c'est moralement confortable d'être dans le camp du bien. Surtout quand on n'a même pas à prouver qu'on est réellement dans le camp du bien. En plus, le wokisme permet des tours de passe-passe qui sont assez prodigieux. Ou par exemple, vous dites, ben voilà, je suis contre le fait qu'on utilise le langage épicène, ou vous savez, les -e, -s, ce genre de choses insupportables. Ah oui, mais si vous faites ça, vous acceptez que les femmes soient violées en masse en France. Et si vous acceptez que les femmes soient violées en masse, vous acceptez que les hommes puissent tuer les femmes dans la rue. Après, il dit, bah, non, moi juste pour certaines raisons, je suis contre ça, je suis pas du tout là-dedans. Oui, mais c'est la même chose. Et en fait, il y a une sorte de création de continuum de la violence, si vous voulez, qui permet d'avoir un côté spectaculaire et toujours dissuasif, parce que la majorité des gens vont dire, bah, ça vaut pas le coup d'empêcher que le document soit écrit en langage épicène. Je préfère que ça passe en langage épicène plutôt que de me faire accuser publiquement d'être en faveur d'un viol généralisé des femmes ou de la licité de tuer des femmes dans la cuisine quand ils me chantent, quoi. Bon, sous prétexte, enfin, à condition que les hommes y arrivent réellement et qu'ils ne se fassent pas lutter. Mais en plus, ce qui est assez fascinant cette approche-là, c'est que de toute façon, si vous êtes woke, si vous avez conscience que vous voyez les inégalités, si vous voulez, vous pouvez toujours accuser les autres de ne pas les voir et donc d'être dans le camp de l'ennemi. C'est un peu la même chose que vous aviez avec le marxisme orthodoxe, en disant, si vous n'êtes pas marxiste, si vous refusez la lutte des classes, c'est simplement que vous avez intérêt, vous êtes un bourgeois. Et c'est votre position de bourgeois qui vous empêche de prendre conscience. Bah, vous dites, bah non, c'est pas forcément ça, je peux avoir d'autres raisons de ne pas y croire. Ou le freudisme. Vous dites, je ne suis pas freudien, et le freudien orthodoxe, énervé dans le fond de sa cabine, vous pointera le doigt et vous dira, si, ça c'est simplement ton inconscient qui le refuse. Donc au fond, vous n'avez pas le droit d'être contre. C'est très bien que vous utilisez le lexique de l'inconscient, de la cause, de la raison, parce que j'ai une question à vous poser. C'est, est-ce que pour vous, le wokisme est une cause, une conséquence, ou bien une conséquence de ce qu'on appelle la décadence occidentale, ou est-ce autre chose ? Je vais répondre. Pour moi, les choses sont assez liées. Vous avez Victor Nguyen. Alors, je le cite pas du tout parce que je sens l'ouvrage où il parle de la décadence et sur l'Action française, et parce que c'est son ouvrage aux origines de l'Action française consacre un tiers à la décadence et ce qui existe véritablement de mieux sur le thème de la décadence. Et il explique, et je pense qu'il a relativement raison, que la décadence n'est pas simplement une condamnation plus ou moins absolue du progrès. Elle suit bien plutôt comme son prix et mieux son envers. Et si vous voulez, le wokisme, c'est surtout le fait qu'on a des progrès, mais on a un progrès qui part de plus en plus loin et sans savoir où il va. Vous avez cette excellente citation de Chesterton qui dit les gens pensent souvent que ne pas croire en Dieu signifie croire en rien. Mais la vérité, ça signifie croire en n'importe quoi. Et le wokisme, finalement, c'est un peu cette dimension de croire en n'importe quoi, parce que tout simplement, ça permet de recréer des liens sociaux, des communautés dont notre société a été privée par le développement de la technique, de la technologie. C'est-à-dire que même si aujourd'hui on peut faire communauté grâce à Twitch et au cercle Aristote, dans la vie de tous les jours, nous sommes sortis de ces liens chauds dont parlait Marx et qui était le propre des sociétés humaines traditionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je pourrais travailler chez moi en télétravail,
commander mes courses sur Carrefour Market, par exemple, et commander mon repas sur Deliveroo et terminer ma soirée en regardant Netflix. Et je pourrais passer une journée complète en plein centre-ville de Paris sans réellement croiser le moindre être humain. C'est quand même assez fascinant en termes de relations, quoi. Et donc le wokisme, à un certain égard, permet et vise à recréer ces liens. Le problème, c'est la question des qualités de liens, des communautés que vous allez créer. Vous avez cette histoire assez connue, il y avait une vidéo YouTube assez passionnante et assez longue sur le sujet, sur le campus d'Evergreen, et sur la manière dont un professeur a été mis en cause pour avoir osé dénoncer certaines outrances activistes. Et en fait, il y a, si vous voulez, une bande de gens qui l'attendaient à l'entrée du campus avec des battes de baseball. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que tous ces gens qui manifestement faisaient pas beaucoup de sport, vu la surcharge pondérale très avancée de certaines, recréer une sorte de club de baseball fictif, mais dans la vraie vie, que ces gens qui seraient incapables de faire la moindre chose ensemble, finalement se retrouver sur un principe de bouc émissaire. Au fond, il y a une dimension anthropologique assez passionnante, hein, la multiplication de boucs émissaires de la part de woke pour faire exister une communauté fictive. L'ennui, c'est qu'elle n'a aucun objectif si ce n'est de continuer à détruire les choses. Et en fait, il y a quelque chose de très américain dans la woke culture. C'est cette idée, vous savez, de l'éternelle frontière à aller conquérir. Vous avez cette idée chez les Américains qu'il y a toujours une nouvelle frontière à aller prendre, que l'espace ce n'est pas assez en tant que frontière, que la Lune ce n'est pas assez. Et au fond, chez les woke, il y a toujours cette idée qu'on peut toujours aller plus loin dans la déconstruction, qu'il y a toujours une frontière de la déconstruction, et qu'il y a toujours à quelqu'un une nouvelle preuve, si vous voulez, une nouvelle frontière morale à aller faire sauter. Donc, on va nous expliquer que bon, on a libéré les homosexuels, ils sont toujours discriminés, mais moins qu'avant. Maintenant, allez, on va aller libérer les pédophiles, on va protéger les pédophiles. Ils sont discriminés, ils ont le droit de rentrer dans notre intersectionnalité. Et vous dites, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir aller passer cette frontière? Et, bon, ils le pensent, mais on peut s'interroger sur ce schème d'avancer là-dessus. Parce qu'en plus se conjugue avec des restes, si vous voulez, d'une société qui est quand même très religieuse encore en Amérique, malgré qu'il y a une certaine sécularisation comme dans les pays occidentaux, mais qui fait que, si vous voulez, si vous engagez dans une communauté, vous devez le mettre en place avec ses rites, ses hérésies, ses excommunications, qui donne lieu à des choses fabuleuses où vous êtes accusé, non plus réellement pour ce que vous avez dit, mais parce que vous pouvez rentrer dans une catégorie d'hérésie. Le simple fait d'aller contre le dogme ou de marquer des hésitations avec le dogme est suffisant pour dire mais finalement c'est un hérétique et donc il faut le chasser de la communauté. Donc, vraiment c'est le retour du bouc émissaire, quoi. Mais tant que vous êtes sur le lexique du religieux et du bouc émissaire, est-ce qu'en soi le wokisme n'est pas une sorte de religion de substitution au XXIe siècle? Parce que, comme vous nous l'avez décrit, ça semble quand même relever plutôt du domaine de la croyance, du domaine du fétiche et de la théorie gérardienne du bouc émissaire. Et je vais pas faire l'affront de citer l'auteur, mais ce sont peut-être des idées chrétiennes devenues folles, si je voudrais être provoquant. Il y a, enfin à mon sens, il y a plus des ressemblances avec des dimensions religieuses qu'une véritable religiosité, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'être transcendant chez les woke. Il n'y a pas de réenchantement du monde par la religion, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus tragique. Je parlais de la dimension paranoïaque, mais si vous voulez, les woke vous expliquent que derrière tout trajet individuel, il y a une somme de complots contre les individus, quoi. Vous pouvez être un noir qui est né dans une grande famille bourgeoise du centre de Baltimore, qui a réussi les meilleures études, qui a une très bonne carrière. Le haut vous expliquera si vous avez été discriminé à un moment, tu n'en as pas conscience, mais regarde bien dans le menu détail. Et en fait, vous dites mais il n'y a pas forcément de choses. C'est un peu, si vous voulez, il y a l'exemple qui est pris par Pluckrose en disant c'est un peu comme s'il y a un camion qui heurtait un poteau et qu'on allait voir une voiture garée sur le bord de la route 50 mètres plus haut. Et cette voiture, si vous voulez, elle est garée correctement en disant c'est de ta faute, quoi. Et vous dites maintenant, il n'y a pas de causalité. En fait, si vous voulez, c'est le monde des woke. Il y a forcément une causalité, il y a une dimension complètement conspirationniste. Il faut systématiquement creuser derrière ce qui se passe. Or, si vous voulez, la religion normalement ne génère pas justement ce genre de réflexion conspirationniste. Elle ne vous encourage pas à avoir une approche, si vous voulez, de
réfutation de l'ordre causal. Au contraire, on a plutôt le fameux argument de la cause première. Donc en fait, non, il n'y a pas véritablement de dimension purement de religion, quoi. Par contre, il y a une dimension profondément religieuse de la part d'acteurs qui, paradoxalement, ne se revendiquent pas du tout comme des acteurs religieux, qui plutôt vont avoir tendance à s'y opposer. Mais ce qui est assez fabuleux, c'est que dans le même temps, ils sont aussi capables de vous expliquer que la religion peut aussi rentrer dans les catégories d'oppression à reconnaître. Et donc, il y a toujours une limite un peu fine chez les Américains en disant, au fond, est-ce que le catholique et le musulman ne sont pas des gens eux aussi discriminés de par leur religion? Bon, on dit que c'est peut-être pas forcément le sujet, quoi. Mais de toute façon, c'est un peu la même problématique que la critique de la religion d'un Karl Marx, où Karl Marx explique que l'aliénation religieuse, par exemple, est l'une des premières, si ce n'est peut-être la première aliénation de l'homme. Alors vous dites, oui, mais c'est une approche de ce qu'est une religion extrêmement pauvre. Quand je vais à la messe, j'ai pas l'impression qu'il y a une sorte d'angelot qui déboule avec, si vous voulez, une corne d'abondance de propagande et qui me la bourre dans l'oreille, quoi. Mais alors, maintenant qu'on a fait en soi le procès ou une critique assez dure du wokisme, n'avez-vous pas trouvé dans ce courant d'idées un apport possible à la culture occidentale ou française? J'entends par là un apport critique, scientifique, comme l'ont été les French Studies en France, d'un point de vue purement intellectuel. Ou est-ce qu'on est vraiment face à une idée, une idéologie qui est vraiment pauvre et stérilisatrice? Enfin, c'est un peu compliqué de répondre à la question maintenant, que de toute façon, le mouvement woke a à peu près une dizaine d'années aujourd'hui. C'est assez peu pour être capable d'évaluer quels sont véritablement les grands textes du wokisme, même si une partie de leur corpus idéologique est antérieure. Après, c'est toujours un petit peu la question aussi, comment est-ce qu'on évalue la qualité d'une œuvre intellectuelle? L'œuvre d'une Judith Butler est beaucoup plus fascinante par les délires qu'elle est capable de mettre en place que par son argumentation. Mais si vous voulez, une interprétation de la dialectique hegelienne du maître et de l'esclave comme étant une relation de deux homosexuels refoulés qui l'un l'autre aimerait passer à l'acte, j'y crois pas une seconde, mais je me dis, bon, au moins il y a quelqu'un qui a pensé, qui a essayé de le mettre en avant, quoi. Après, de manière plus vaste, en fait, l'une des difficultés du wokisme, c'est qu'il n'y a pas de volonté de produire une œuvre. Il n'y a pas de volonté de créer un corpus commun. Vous n'avez pas comment devenir woke en 10 points. Et je vais être un peu provocateur, mais au fond, le wokisme est véritablement l'opposé du fascisme dans les médias. C'est un espèce de truc fourre-tout où il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucun penseur, il y a rien, quoi. Tout et n'importe quoi devient woke, ce qui ne veut pas dire que parce que c'est insaisissable, parce que c'est une sorte de mélasse, il ne faudrait pas s'y intéresser. On voit bien que ce soir nous faisons le procès avec beaucoup de rigueur et de violence, mais au fond c'est compliqué d'attraper réellement la substance du wokisme. En revanche, ce qui est sûr, c'est il y a une origine intellectuelle, et vous parlez notamment de la French Theory, et notamment il faudrait surtout parler de l'influence de Foucault, qui est très prégnante sur le mouvement, et avec notamment cette idée que le pouvoir, donc ce qui domine dans une société, produit le savoir, et pas simplement parce qu'il va favoriser le pouvoir qui lui est utile. Par exemple, il va favoriser comment construire une bombe atomique plutôt que guérir le sida, mais parce que tout simplement, en tant que pouvoir, il a besoin du savoir pour pouvoir s'appliquer dans la société. En fait, vous avez cette approche, encore une fois, on pourrait la qualifier en partie un peu de paranoïaque, voire de conspirationniste de Michel Foucault, où le pouvoir va rentrer et se mélanger avec tout, quoi. Et au fond, sa fameuse expression d'extrême gauche, tout est politique, dire bonjour à la boulangère, c'est déjà une relation de pouvoir. Bon, moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est une relation humaine
pouvoir marchande et que quand je récupère ma baguette, j'ai pas l'impression d'avoir appliqué un monde de pouvoir, mais vous avez quand même cette thématique qui est extrêmement présente chez les woke avec cette thématique où le couple savoir-pouvoir serait le fondement de la société occidentale, et donc il faudrait se méfier de toute connaissance parce qu'elles ne seraient pas des connaissances objectives, mais le reflet du pouvoir en place. Et donc c'est ce qui donne des choses assez cocasses. Vous avez eu l'affaire Sokal au Carré. Alors je sais pas si c'est déjà l'affaire Sokal, ça vous est familier. L'affaire Sokal, en fait, c'était une supercherie mise en œuvre par Alain Sokal et Jean Bricmont dans les années 90, pour dénoncer un certain nombre de penseurs qu'on pourrait justement rattacher à la French Theory, avait écrit un article complètement délirant, utilisant des concepts scientifiques dévoyés dans leur sens original. Et cet article avait été diffusé dans une revue officielle avant d'être révélé, et donc de dénoncer le fait que, à bien des égards, la French Theory était davantage une sorte de poésie un peu aride et mal écrite, davantage qu'une réflexion poussée, quoi. Et en fait, on a eu, dans les années 2020, 3 auteurs, Puck Rose, James Lindsay et Peter Boghossian, qui se sont amusés à décrédibiliser des revues postmodernes en sortant des articles complètement délirants. Et donc, vous avez par exemple un article qui explique qu'il faut déconstruire le calendrier et passer sur un calendrier queer maya. Alors bon, déjà, c'est l'idée d'expliquer aux Mayas ce que serait la culture queer, ça donnerait lieu à quelque chose d'assez rigolo. Mais vous avez cette idée que l'idéologie du pouvoir, qui serait un calendrier grégorien, d'ailleurs en plus on retrouve la méchante Église catholique qui s'en prend, si vous voulez, n'est pas accessible et sert à opprimer les gens, et que peut-être que un calendrier d'opprimés, les Mayas, sans tenir compte du fait qu'ils ont été aussi oppresseurs, mais c'est pas grave, on n'est pas à une contradiction près, au fond serait plus à même de mener vers des vrais savoirs. Et ce qui va donner cette relation extrêmement étrange, où à la fois il y a un scepticisme radical de la pensée woke vis-à-vis des connaissances, mais dans le même temps, si vous voulez, on finit par accepter n'importe quelle pensée à partir du moment où elle permet de mettre en lumière, si vous voulez, les champs d'opposition. Ce qui signifie, si vous voulez, que au fond, la définition d'une culture supérieure ou inférieure à une autre est complètement inacceptable dans cette idée-là. Et donc, oui, à la plage finit par devenir une œuvre de culture aussi importante qu'un homme sans qualité de Robert Musil. Et si vous voulez, vous dites, oui, mais enfin, c'est pas forcément l'approche la plus souhaitable qu'on pourrait avoir des champs de la connaissance, voire ça signifie que, au fond, on préférait une science objectivement fausse si subjectivement elle va dans le sens du vent. Ce qui est un petit peu ce qu'avait tenté de faire l'URSS et ce qui a donné lieu à des résultats un peu baroques, de préférer des postulats politiques sur des postulats scientifiques sur un certain nombre de sujets, quoi. Et si vous voulez, fatalement ça interroge, quoi. Et puis vous avez aussi ce thème qui est assez étrange et qui est issu vraiment chez eux de la French Theory, qui est le pouvoir qui est accordé au langage, où le langage est réellement créateur du monde. Et on a cette approche très entre guillemets d'ambition performative, où on décide que si le langage est comme ça, alors le monde correspond à ça. En fait, on a un exemple qui est passionnant avec le langage épicène, c'est les tirés.o.s, où au fond, on ne nous a jamais prouvé que le non-usage de cette langue permettait réellement de réduire les violences domestiques faites aux femmes. Sauf à penser comme eux qu'il y a un continuum. Mais au fond, si vous voulez, c'est accorder un pouvoir au langage qui est extrêmement important, et on sait très bien qu'on peut manipuler un ensemble d'éléments linguistiques dans un certain sens et le modifier tout demain. Ça ne changera pas forcément grand-chose à l'essentiel. Si on détermine qu'aujourd'hui le logo du cercle Aristote n'est non plus rouge et bleu mais blouge, nous comprendrons quand bien même j'aurais modifié les choses. Ça ne fera pas que le logo du cercle Aristote n'est plus rouge et bleu. Bon, on dira il est blouge, mais on aura bien conscience que le blouge est finalement un mélange du rouge et du bleu, et que ce rouge et ce bleu n'est pas mélangé de manière arbitraire, il n'est pas confondu, il est harmonieusement disposé de façon à ce que le logo soit beau et esthétique et qu'il inspire un sentiment d'élévation qui permet à chacun de s'unir.
C'est intéressant cette notion de parole performative parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est assez présent dans le macronisme et dans le vocabulaire politique et de communication d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous y voyez une parenté ou juste un air du temps? À mon sens, c'est plutôt un air du temps parce qu'on n'a même pas attendu Macron pour faire des grands effets de com' sur rien du tout. Hollande a fait la même chose. Nicolas Sarkozy aussi. On a une dérive aujourd'hui de nos hommes politiques où, au fond, le langage est plus important que la réalité de leur politique, et ce qui fait que Véran peut se pointer à la télévision. Et non, j'ai jamais dit ça, alors même qu'on lui montre les images de ce qu'il a dit. Mais au fond, notre politique aujourd'hui s'est construite sur des images, notamment grâce au développement des médias qui ont permis justement une spectacularisation du monde et qui donc il a été accompagné de beaux chocs. Si vous voulez, si vous montrez des voitures brûlées dans les quartiers sensibles et que vous dites on va nettoyer ça au Karcher, ça a beaucoup plus de gueule que de montrer, je sais pas moi, la rue du Cherche-Midi à Paris à 14h avec une voix avec un texte qui vous dit la politique gouvernementale va revoir la balance fiscale de façon à arranger, à l'équilibrer. Donc, si vous voulez, il y a un art de la petite phrase. Après, si vous voulez, aujourd'hui, ça nous choque plus, tout simplement parce que nous suivons davantage nos politiques grâce aux différents médias. Mais au fond, déjà, l'Assemblée nationale, historiquement, avait une tendance au verbiage, quand bien même fut-il assez brillant, avec un certain nombre d'orateurs, quoi. Et les choses sont un petit peu accentuées, et c'est je me permets d'être méchant, un petit problème de la démocratie à l'échelle nationale. C'est qu'au fond, si elle n'est pas mise en place avec des racines réelles, ça se contente d'être un discours dans le vague. Il faut qu'elle soit suivie. Et c'est là où en France, quelque part, il est regrettable, et on le sent de plus en plus avec Macron, qu'on ait détruit un certain nombre de corps intermédiaires, notamment le député-maire, par exemple, qui permettait, si vous voulez, de faire que ceux d'en haut avaient quand même encore quelques consciences de réalité locale, parce qu'ils avaient peur de se prendre une claque dans la gueule, quoi. Nous allons passer à la partie 2, concernant toujours le sujet de la culture, mais cette fois-ci abordée sur le thème chéri par nos amis de droite, nos amis non conformistes, qui est le terme de la dégénérescence. Alors, question à 100 000 francs, qu'est-ce que la dégénérescence de la culture ? Bon, la dégénérescence, si vous voulez, c'est le fait de dégénérer. Donc là, maintenant, vous êtes content, vous avez bien avancé. De manière classique, en fait, la dégénérescence était reliée au vieux et au fait de perdre les qualités naturelles de son espèce, de sa lignée, et donc de dire, si vous voulez, cette lignée de chevaux, à l'origine, j'avais des beaux bourrins qui permettait de pousser la charrue pendant des heures de manière efficace, et puis à la fin je me retrouve avec des petits poneys qui servent à se rouler sous les tables pendant les soirées pour faire rigoler, quoi. Bon, il y a une sorte de dégénérescence, je n'ai plus le résultat attendu, quoi. Pourquoi est-ce qu'on parle de dégénérescence de la culture? C'est que tout simplement, en fait, la culture a cette approche historiquement que son but premier est de se transmettre. Et donc en fait, la dégénérescence, quand ce qui est transmis de la culture des pères vers les fils a été appauvri, amoindri, et que ce que le fils transmet au petit-fils l'est encore de plus en plus. Et donc ça pose en fait cette véritable question en fait de qu'est-ce que l'on transmet, qu'est-ce qui est commun aux générations passées et présentes. Et là-dessus, en fait, c'est assez important de comprendre que contrairement à une image un peu que l'on peut avoir, une culture n'est pas construite sur une accumulation perpétuelle de connaissances au fil des années. Au fond, la culture, si vous voulez, elle est traversée, c'est un stock qui est traversé par des flux. Et donc, normalement, une société efficace, sûre d'elle-même, est capable d'avoir une véritable réflexion en se demandant est-ce que dans la culture, nous voulons conserver Hanouna, ou est-ce que nous considérons finalement que l'œuvre d'un Sébastien Lapaque est ce que nous devons conserver? Et donc, vous mettez les deux en balance en disant qu'est-ce que l'on doit garder dans le stock, qu'est-ce que je veux donner à mes enfants? Est-ce que réellement j'ai envie que mes enfants grandissent en sortant les meilleurs Saini d'Hanouna? Bon, c'est une question, quoi.
Donc en fait, il y a dégénérescence de la culture quand au fond, ce travail de sélection des flux qui doivent rentrer dans le stock, si vous voulez, ne semble plus répondre à cet objectif, ou que le stock tout simplement se réduit ou augmente de manière artificielle avec des contenus où on peut se poser des questions sur la pertinence, quoi. Et en fait, l'une des difficultés de notre société actuelle, c'est que on s'aperçoit que non seulement nos productions littéraires sont pauvres, c'est-à-dire que par exemple un auteur comme Houellebecq, stylistiquement, est extrêmement pauvre, et pourtant c'est le plus grand écrivain français, et même d'un point de vue, si vous voulez, des contenus des livres, on peut émettre quelques réserves. Pourtant, c'est quand même le plus grand écrivain français. L'écrivain, ou plutôt l'écrivaine française distinguée par le prix Nobel, Annie Ernaux, on peut se poser la même question sur véritablement la pertinence de son œuvre. On voit qu'un certain nombre d'intermédiaires culturels ne jouent plus leur rôle de permettre à l'éclosion d'œuvres intéressantes. France Culture, cela fait bien belle lurette que le mot culture n'apparaît plus que dans le titre. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on cherche véritablement à transmettre. Est-ce que l'on transmet quelque chose lorsque le seul discours qu'on est capable de tenir sur Proust est de parler du Proust homosexuel? Ça ne veut pas dire, si vous voulez, que c'est inintéressant ou qu'il n'y a rien à y dire, mais que simplement il y a une question de priorisation et qu'il n'y a pas de recherche de développement des fruits et de l'intérêt de l'œuvre de Proust. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Proust aujourd'hui? C'est une vraie question. J'espère que vous avez des réponses percutantes en face de moi. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Je vais me faire l'avocat du diable et vous dire que même au 19e siècle, on avait Balzac, on avait Hugo, on avait Stendhal, mais tout ce n'était pas Hugo, tout ce n'était pas Balzac et tout ce n'était pas Stendhal. Alors peut-être qu'aujourd'hui, nous avons une vision à court terme, le nez dans le guidon, où nous ne voyons que Houellebecq, comme vous l'avez décrit, et pour ça je renvoie à un article de critique littéraire d'Eric Nolot qui date d'il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait « Au secours, Houellebecq est de retour ». Mais en soi, nous avons toujours nos grands écrivains. Peut-être que ceux-ci n'ont pas encore été découverts. Pour ça, je ne pourrais que conseiller le travail de Juan Asensio. Ah bon, alors si vous parlez du copain Juan, je ne vais pas pouvoir m'y opposer. Mais si vous voulez, si vous parlez avec un Juan lui-même, il vous expliquera que le milieu littéraire actuel est extrêmement pauvre, qu'il y a une forme de décadence. Si vous prenez le système de critique littéraire de Juan, il est relativement bien constitué, vu que ça part d'une analyse du langage pour mettre en avant la déconstruction du monde, et puis ce qui va faire signe à la fin de la déconstruction. Ils en parlent notamment sur la forme de la littérature comme trou noir, mais il expliquera que des écrivains contemporains qui sont capables d'avoir un peu ce genre de démarche, il y en a très très peu aujourd'hui, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont généralement assez peu de succès. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de Victor Hugo, Balzac, enfin bon, on va dire des grands auteurs romantiques. Une bonne partie d'entre eux ont réussi à avoir des carrières confortables et une certaine reconnaissance. Si vous voulez, aujourd'hui, on peut se poser des questions sur la manière dont on a quelques écrivains qui gagnent très très bien leur vie et la majorité des écrivains qui, si vous voulez, produisent à compte d'auteur. Ce qui de toute façon est lié aussi avec une autre thématique plus globale, qui est que quasiment n'importe qui aujourd'hui écrit un livre. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais ça demande, si vous voulez, en face qu'on ait des infrastructures culturelles et, si vous voulez, la volonté de passer ce crible et donc de réflexion sur quelle est la véritable œuvre d'art et qu'est-ce qui est une œuvre qui n'a aucun intérêt, quoi. Donc, on est capable aujourd'hui de faire éditer des livres sur n'importe quel starlet et qui vont avoir des tirages, alors que dans le même temps, vous allez prendre l'œuvre d'un Juan Asensio qui est, par exemple, extrêmément peu diffusée. Et on peut d'ailleurs remercier Obadia de faire un très beau travail là-dessus. Tiens, d'ailleurs, je prends pas juste une parenthèse pub. Les éditions Obadia qui ont sorti le superbe dictionnaire de la déconstruction de Baptiste Rapin, pour ceux qui s'intéresseraient justement au thème des philosophes de la déconstruction et qu'est-ce qui existe de mieux aujourd'hui sur cette thématique-là. Mais en fait, aujourd'hui, on peut se poser des questions de la dégénérescence de culture, dans le sens où si on regarde simplement en arrière, on peut pas vraiment avoir l'impression que la réussite est globale. Après, la France, il faut pas se mentir là-dessus, a une tendance que certains font même remonter jusqu'au Moyen-Âge, c'est pour dire, à considérer sa propre décadence et la propre décadence de
de manière généralisée, et notamment sur la question de la littérature. Il n'empêche que on peut essayer de pratiquer un peu concrètement les dessins et de se dire, on voit très bien qu'aujourd'hui il n'y a plus de connexion entre les artistes qui peut-être produisent des grandes œuvres et un public au moins lettré ou à tout du moins un public de masse, quoi. Mais face à cette décadence, cette dégénérescence de la culture dans son ensemble, qui peut être perçue par nous, mais pas par d'autres, quel remède apporter? C'est-à-dire, est-ce qu'en soi, on peut s'attendre à une régénérescence de la culture chrétienne, comme par exemple sous la plume de Chantal Delsol? Est-ce qu'il est possible d'envisager un retour à une sorte de classicisme à l'antique, j'entends, d'art, de culte du beau? Ou est-ce que vous avez d'autres théories sur le sujet? Je vous dis, on a sans doute donné le cafard au public pendant une bonne heure, mais maintenant il faut leur remonter le moral et je compte sur vous. En fait, la première action, elle va paraître un petit peu bête, mais elle est déjà de se retrousser les manches. C'est-à-dire que plutôt que d'aller passer du temps à regarder des youtubeurs sans intérêt, plutôt que d'aller regarder la chaîne YouTube du Cercle Aristote, on peut aussi peut-être lire des livres et que l'on peut se donner cette discipline et de s'apercevoir que la matière intellectuelle, c'est un peu comme un muscle. Plus on va la faire travailler, plus on aura de facilité à avancer par la suite. Après, il y a pour moi quelque chose d'extrêmement important qui est de s'apercevoir que historiquement, l'humanisme, qui a quand même largement forgé une identité européenne, avait cette idée que, au fond, nous écrivions des lettres aux grands anciens. Et donc, la conversation que nous pouvions avoir avec les grands auteurs était une conversation qui n'avait jamais réellement cessé, même à travers la mort et les années. Et au fond, je pense qu'il faut que nous retrouvons ce mouvement de simplicité, de considérer que Balzac est notre contemporain, que Hugo est notre contemporain, et que si je ne peux pas inviter Hugo à aller prendre une bière, en revanche, je peux toujours le lire et puis lui répondre, essayer de comprendre des choses à travers lui, et qu'on peut passer le même temps et la même lecture avec beaucoup d'acuité sur l'un de ces textes que sur une lettre d'une amante qu'on a pu avoir. D'ailleurs, ça nous a à réécrire des lettres qui non seulement feraient du bien à la poste, mais qui aussi nous encourage à trouver une autre relation avec les textes et avec l'écrit que nous avons un peu perdu aujourd'hui avec l'immédiateté des réseaux sociaux. En soi, vous nous dites, nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, comme disait De Chartres. Oui, mais c'est pas grave. Oui, mais lui-même était un nain juché sur les épaules de géants. Mais la meilleure manière, de toute façon, pour monter sur les épaules des géants, pour s'apercevoir qu'on est un géant, c'est de prendre une main et d'essayer de grimper, quoi. Après, je pense que c'est une démarche qui, c'est un peu le sens de la citation, de cette citation, c'est qu'elle nous demande une certaine humilité. Et vous savez, l'humilité, ça vient du mot mus, de la terre, et donc de prendre simplement conscience de ce qui nous entoure, du réel, de notre finitude. Là, je vais faire ma petite confession du vendredi soir 21h25. La réflexion sur la mort est quelque chose qui m'habite régulièrement et qui est un sujet assez passionnant. Qu'est-ce qui se passera après ma mort? Pourquoi est-ce que nous existons? Est-ce que je suis le fruit d'un destin? Est-ce que nous sommes un hasard d'un certain nombre de choses qui fait que j'ai une conscience et que ma conscience disparaîtra dans les limbes? Quelle sera ma relation quand ceux qui m'auront vu naître mourront? Est-ce que je serai toujours capable d'avoir le même amour pour eux, ou sera simplement une sorte de spectre un peu errant devant nous? Si vous voulez, c'est un ensemble de questions fascinantes, et que notre société, par toute la distraction, par son encouragement à la consommation et à la publicité, prend relativement peu le temps de regarder, et qui pourtant sont salutaires et bons à voir, et qui enrichissent notre vie. Au fond, on gagne beaucoup plus à se promener 1 heure en forêt qu'à aller regarder la dernière série Netflix. Alors c'est vrai que vous aurez plus de mal à parler au boulot de votre heure de balade en forêt que de la dernière série Netflix, mais peut-être que vous serez beaucoup mieux dans vous-même. La France est le premier consommateur de Xanax. Les jeunes couchent moins en France que nos grands-parents. C'est assez fascinant. On peut se dire, au fond, la qualité de vie humaine et de vie intérieure que nous pouvons avoir
c'est extrêmement amoindri, et donc il s'agit pour nous de retrouver nos libertés intérieures et de se reposer des questions en disant mais au fond notre vie est brève et longue à la fois, qu'est-ce que je veux réellement y mettre? Et c'est là où effectivement c'est quand vous avez fait ce travail d'humilité, de retour à la terre, au sens, que vous pouvez vous dire je vais partir à la quête du beau. Mais généralement les gens qui partent simplement bille en tête en disant je veux du beau pour du beau, si vous voulez, ils sont capables de vous créer des appartements magnifiques et d'être une ordure humaine. Et je dirais que vous êtes un petit peu passé à côté de l'idée fondamentale. Mourir vieux et détesté par tout le monde est pour moi un projet de vie absolument pitoyable. Au contraire, ce qui est le plus beau, c'est d'être accompagné jusqu'à la fin par ceux que l'on aime et pas d'être simplement abandonné dans un EHPAD contre deux infirmières qui ont à peine le temps de s'occuper de vous parce que un financier quelque part a décidé qu'il fallait couper le budget de salaire des infirmières, quoi. Je pense que nous allons cesser de tracer des traits trop noirs pour notre auditoire. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.